Mes parents ont financé ma sœur en me disant que je ne méritais rien. Je les ai rayés de ma vie et j'ai réussi seul. 4 ans plus tard, elle pleure devant ma villa à 5 €, demandant à mon père pourquoi j'ai tout ce qu'elle n'a pas. Les bougies sur la table en verre vacillaient. Toute ma famille était là. Leur visage était heureux et lumineux dans la lumière chaude. Ma mère a levé son verre. Ses yeux brillaient, mais il ne regardait que ma sœur, Chloé. « Nous avons une merveilleuse annonce à faire, dit-elle. Sa voix était forte et fière. Votre père et moi donnons 80 000 € à Chloé pour ses études à Paris. La pièce a explosé. Tout le monde a applaudi et acclamé. Mon père rayonnait. Il a dit à tout le monde à quel point il était fier d'elle. J'étais assise là. Je me sentais invisible. J'ai attendu que le bruit se calme. Ma voix était faible, mais la question était lourde. Et moi? Ma mère n'a même pas tourné la tête. Elle a agité la main comme si j'étais une mouche qu'elle devait chasser. Tu ne mérites aucune aide. Les mots m'ont frappé. Ils étaient vifs et froids. Les acclamations ont repris, but je ne les entendais plus. C'est cette nuit-là que j'ai cessé d'être leur fille. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de leur demander de me voir. C'est la nuit où j'ai commencé à planifier ma fuite. J'ai grandi à Lille. La pluie était un son constant. C'était la musique de fond de mon enfance. Notre maison était belle, une grande maison dans un bon quartier avec de grandes fenêtres et une cuisine moderne et impeccable. Mais pour moi, la maison a toujours semblé un peu froide. Ou peut-être que c'était moi qui étais froide. Dans la famille Leroy, il y avait 2 enfants, ma sœur Chloé et moi. Mais en réalité, tout tournait autour de Chloé. C'était comme si elle était le soleil, et moi une petite planète lointaine. Mes parents, mes tantes, mes oncles, ils se tournaient tous vers elle. Ma mère mesurait l'amour et les éloges. Elle en donnait à Chloé tout le temps. Quand Chloé avait 5 ans, elle a dessiné une image de notre maison. Les lignes étaient tordues et les couleurs complètement fausses. Ma mère l'a encadrée. Elle l'a accrochée dans le couloir. C'est une véritable artiste, disait ma mère à ses amis en montrant le dessin. Quand j'avais 7 ans, j'ai construit un petit moteur pour un concours de sciences. Il était fait d'aimant, d'une pile et d'un fil de cuivre. Il tournait vraiment. Je l'ai ramené à la maison et l'ai montré à ma mère. C'est bien, ma chérie, dit-elle. Elle lisait un magazine. Assure-toi juste de nettoyer ton désordre. J'ai laissé le moteur sur la table. Il est resté là pendant une semaine. Puis elle l'a jeté à la poubelle. Mon père était différent. Il mesurait l'amour en retour sur investissement. Il ne se souciait pas de l'art ou des passe-temps. Il se souciait de gagner. Il voyait ses enfants comme des investissements. Chloé était son meilleur investissement. Tu dois construire ton CV, disait-il tout le temps à Chloé. Que as-tu accompli aujourd'hui? Chloé a appris à accomplir. Elle s'est présentée comme déléguée de classe. Elle a gagné. Mon père l'a emmenée dîner dans une bonne brasserie. Je n'étais pas invité. Elle a rejoint le journal du lycée. Elle en est devenue la rédactrice en chef. Ma mère se vantait de sa future journaliste. J'étais silencieuse. J'aimais les mathématiques. J'aimais la vérité claire et simple des nombres. Une équation était soit juste, soit fausse. Elle n'avait pas besoin d'éloges. Elle n'avait pas besoin de gagner. Elle était, tout simplement. Cela n'avait aucun sens pour mes parents. À quoi servent les maths, m'a demandé mon père un soir au dîner. J'étais au collège. J'aime ça, ai-je dit, je veux rejoindre le club de maths. Il a soupiré. Il a regardé ma mère. Un club de maths? Quel est le retour sur investissement? Y a-t-il un prix? Un trophée? Je trouve juste ça amusant, ai-je chuchoté. Chloé a ri. C'est une telle intello. Chloé, sois gentille, a dit ma mère. Mais elle souriait. Au moins, ton club de débat fait bien sur un dossier d'inscription pour l'université. Ça montre du leadership. C'était le mot qu'ils utilisaient toujours pour Chloé. Leader. Quand Chloé a rejoint l'équipe de débat au lycée, ma mère l'a qualifiée de leader. Mon père l'a qualifiée de future avocate. Ils allaient à chacun de ces tournois. Ils s'asseyaient au premier rang. Ils applaudissaient jusqu'à ce que leurs mains soient rouges. Quand j'ai rejoint le club de robotique,
j'étais en seconde. Nous étions un petit groupe. Nous travaillions dans l'ancien atelier de menuiserie de l'école. Nous passions les week-ends à apprendre à coder. Nous construisions un robot pour une compétition régionale. J'ai essayé de leur en parler. Je construis un robot, ai-je dit un soir. C'est pour une compétition. Ma mère n'a pas levé les yeux de son ordinateur portable. C'est un passe-temps. Un joli passe-temps. Mais tu as de la graisse sur ta chemise. Ce n'est pas très propre. Mon père a secoué la tête. Des robots, c'est un jouet. Chloé apprend à commander une salle. Tu apprends à jouer avec des jouets. Ce n'est pas un jouet, ai-je dit. C'est du code. C'est de l'ingénierie. C'est un passe-temps, a dit ma mère en fermant son ordinateur portable. Sa voix était finale. Et c'est une perte de temps. Ta sœur s'entraîne pour les finales régionales. C'est important. J'ai appris très tôt que le silence était plus sûr que la déception. J'ai appris à être invisible. Je m'asseyais dans ma chambre et je lisais. J'écrivais du code sur mon ordinateur bon marché. J'ai appris à me déplacer silencieusement dans la maison. J'étais un fantôme dans ma propre maison. Parfois, j'essayais. J'obtenais une bonne note. Je ramenais un bulletin avec que des A. Je me souviens d'un jour où j'ai eu un 20-20 à mon contrôle de calcul. J'étais la seule. J'étais si fier. Je suis entré dans la cuisine. Ma mère était au téléphone. J'ai eu un 20, ai-je dit en tendant la feuille. Elle a levé un doigt, me disant d'attendre. Elle parlait à ma tante. Oui, la dissertation de Chloé sur Gatsby le Magnifique était tout simplement brillante. Son professeur veut la publier dans le magazine littéraire de l'école. Nous pensons qu'elle est une écrivaine née. Je suis resté là pendant 5 minutes. Elle ne m'a plus jamais regardé. J'ai posé le contrôle sur le comptoir. Je suis allé dans ma chambre. Le lendemain, j'ai trouvé la feuille dans la poubelle de recyclage. Les éloges étaient pour Chloé. L'investissement était pour Chloé. Qui avait-il pour moi? Le silence, la pluie contre ma fenêtre, le bourdonnement de mon ordinateur. J'ai appris à ne plus demander. J'ai appris à ne plus m'attendre à rien. Ça faisait moins mal. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me disais que je n'avais pas besoin d'eux. Je m'asseyais à la table du dîner. Chloé parlait de sa journée. Ses amis, ses professeurs, ses disputes, ses victoires. Mes parents buvaient ses paroles. Ils lui posaient des questions. Il riait. Puis il y avait une pause. Et toi, pouvait demander ma mère en se tournant vers moi. As-tu fait quelque chose aujourd'hui? Je regardais mon assiette. J'ai eu un contrôle de physique. HM, disait-elle, puis, Chloé, as-tu finalement eu cette nouvelle robe pour le bal? La conversation reprenait. On m'avait accordé mes 2 secondes. J'avais été coché de la liste. Je ne le savais pas à l'époque, mais il m'apprenait quelque chose de très important. Il m'apprenait à être seul. Il m'apprenait à construire mon propre monde. Un monde où je n'avais pas besoin de leurs éloges ou de leur investissement. Un monde où je pouvais exister sans leur permission. C'était une leçon difficile. C'était une leçon froide. Mais je l'apprenais très, très bien. J'étais l'enfant oublié, la silencieuse, le passe-temps, la perte de temps. J'étais celle qu'il ne voyait pas. Et un jour, il regretterait de ne pas l'avoir fait. Quand j'avais 16 ans, je devais prendre le bus de la ville partout. Chloé avait aussi 16 ans. Mes parents lui ont acheté une voiture pour son anniversaire, une petite Peugeot 9 et sûre pour une jeune leader. Mon père disait qu'elle avait besoin d'être indépendante. Quand j'ai eu 16 ans, mes parents m'ont donné une carte de bus. C'est pratique, disait ma mère, ça forge le caractère. Alors, je prenais le bus. Je le prenais dans les matins sombres et froids de l'île. Je le prenais dans les après-midi humides et sombres. Et les bus étaient toujours en retard. Je me tenais à l'arrêt de bus avec mon sac à dos. La pluie trempait mon manteau. Je regardais les autres élèves se faire récupérer par leurs parents ou partir dans leur propre voiture. Je me sentais petit et trempé. Je n'avais pas seulement froid. J'étais en colère. C'était une colère petite et silencieuse. Le système de bus était un problème. L'horaire sur le papier était un mensonge.
Les bus arrivaient quand ils le voulaient. C'était un problème de données, et les problèmes de données étaient quelque chose que je pouvais résoudre. Je suis rentré à la maison. Je suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert mon vieil ordinateur. J'ai commencé à coder. J'ai appris de nouveaux langages de programmation. J'ai trouvé des flux de données publics de la ville. J'ai travaillé toutes les nuits. Chloé sortait avec ses amis. Mes parents étaient aux événements de débat de Chloé. J'étais seul dans la maison. Il n'y avait que moi et le clic silencieux du clavier. Ce n'était pas un passe-temps. Ce n'était pas un jouet. C'était du travail. J'ai passé des mois dessus. Je dînais à mon bureau. Je m'endormais sur mon clavier. Ma mère frappait parfois à la porte. « Tu es encore là-dedans » demandait-elle, sa voix agacée. « Tu es associable. Ta sœur reçoit des amis. Tu devrais sortir. »« Je suis occupé » répondais-je. « Tu es toujours occupé avec ce stupide ordinateur. C'est une perte de temps. » Je l'ignorais. Ces mots ne me blessaient plus. Ils n'étaient que du bruit. Le code était réel. Après 3 mois, c'était terminé. C'était une application simple. Elle n'était pas belle, mais elle fonctionnait. Elle suivait chaque bus scolaire du district en temps réel. Elle vous montrait exactement où se trouvait le bus sur une carte. Elle vous disait à la minute près quand il arriverait à votre arrêt. Je l'ai partagé avec quelques enfants de mon club de robotique. Et, essayez ça, ai-je dit, ça pourrait t'aider. Ils l'ont utilisé. Le lendemain, ils en ont parlé à leurs amis. En 2 semaines, la moitié de l'école utilisait mon application. Les élèves n'attendaient plus sous la pluie. Ils quittaient leur maison juste à temps. Ils avaient moins froid. Ils étaient moins en colère. J'avais résolu le problème. Puis quelque chose s'est produit que je n'attendais pas. Le proviseur de l'école m'a appelé dans son bureau. Je pensais que j'avais des ennuis. « C'est vous qui avez fait ça ?» a-t-il demandé. Il tenait son téléphone montrant mon application. « Oui » ai-je dit. Il a souri. « C'est incroyable. » Il a appelé le journal local. Une journaliste est venue à l'école. Elle m'a interviewé. C'était la première adulte, à part mes professeurs, qui me regardait comme si j'étais intelligente. Elle m'a posé des questions sur le code. Elle m'a demandé comment j'avais fait. J'ai juste vu un problème, lui ai-je dit, et j'ai construit une solution. La semaine suivante, l'article est sorti. Il était en première page de la section locale. Un génie de 16 ans résout les problèmes de bus de la ville. La journaliste m'avait qualifié de génie. Le journal local qualifiait mon application d'ingénieuse. Je suis allé au kiosque du coin sous la pluie. J'ai acheté 5 exemplaires. J'ai couru à la maison, le cœur battant. Je n'étais ni mouillée ni froide. Je me sentais au chaud. Je suis entré dans la cuisine. Ma mère, mon père et Chloé étaient tous là en train de prendre le petit déjeuner. J'ai posé le journal sur la table. Juste devant ma mère. Je suis dans le journal, ai-je dit. Ma voix tremblait un peu. Ma mère a regardé le titre. Elle a lu les premières phrases. Chloé a regardé par-dessus son épaule. Génie, a ricané Chloé. C'est juste une application de bus. C'est trop nul. Ma mère a repoussé le journal vers moi. Elle a pris une gorgée de son café. Une perte de temps, a-t-elle dit. Je me suis figé. Quoi? Vous l'avez lu? Ils l'ont qualifiée d'ingénieuse. Elle aide des centaines d'élèves. C'est une distraction, a-t-elle dit, sa voix plate et froide. Chloé postule pour une bourse régionale en art oratoire. C'est important. Ça construira son avenir. Cette application n'est qu'un jeu. Tu n'as même pas été payé pour ça. Mon père a hoché la tête. Il n'a même pas lu l'article. As-tu été payé? Non, ai-je dit. Je l'ai donné gratuitement pour aider les gens. Alors c'était une perte de temps, a dit mon père. Tu as passé des mois à travailler gratuitement. Ce n'est pas intelligent. C'est un mauvais retour sur investissement. Les trophées de débat de Chloé ont plus de valeur que ça. Je les ai regardés. Ils n'avaient pas changé. Je leur avais apporté une preuve. Je leur avais apporté un article de journal qui me qualifiait de génie.
Et il ne pouvait toujours pas me voir. Il voyait une perte de temps, un mauvais investissement, un passe-temps. J'ai ramassé le journal. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis retourné dans ma chambre. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère. J'en avais fini. J'ai su à ce moment-là que je n'obtiendrais jamais, jamais ce dont j'avais besoin d'eux. Le trop en moi, celui qui voulait leurs éloges, s'est finalement refermé. Il s'est transformé en glace. J'ai pris l'article. Je suis allé dans un magasin d'occasion et j'ai acheté un simple cadre noir pour 1 euro. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai accroché le cadre à mon mur. Ce n'était pas de la fierté. Je ne me sentais pas fier. C'était une preuve. C'était la preuve que j'existais. Mes parents ne pouvaient pas me voir. Ma sœur ne se souciait pas de moi. Mais cet article de journal et ce simple cadre noir et l'application qui aidait des centaines d'élèves, ils étaient réels. J'étais réel. C'était l'étincelle. C'était la première pièce d'armure que je me suis jamais construite. Il pouvait m'appeler une perte de temps. Il pouvait m'appeler un passe-temps. Mais le journal m'appelait ingénieuse. Et j'ai décidé que je croirais le journal. Le dîner final a été mon point de rupture. Mais la vraie rupture se produisait depuis des années. C'était une lente fissure, s'élargissant de plus en plus jusqu'à cette nuit-là, où tout a finalement volé en éclats. J'avais 18 ans. Je venais de terminer le lycée. Je ne suis pas allé à la cérémonie. Mes parents ne l'ont pas remarqué. J'avais été accepté à l'université de Lille. En informatique. C'était un excellent programme. J'avais même reçu une petite bourse au mérite académique. Mais ce n'était pas suffisant. Elle couvrait mes livres, mais pas les frais de scolarité. J'avais besoin d'aide. J'allais leur en demander. J'ai répété les mots. J'ai besoin d'aide pour les frais de scolarité. C'est une université publique. C'est un bon investissement. Je vous rembourserai. Je me sentais mal. Je détestais leur demander quoi que ce soit, mais je n'avais pas le choix. Puis ma mère a annoncé que nous allions à un dîner de célébration. Une petite partie stupide de moi a senti une lueur d'espoir, une minuscule étincelle idiote. Peut-être qu'ils sont au courant de mon acceptation. Peut-être qu'ils sont fiers. Nous sommes allés dans un restaurant chic du centre-ville, le genre avec des nappes blanches et des bougies, le genre où nous n'allions que pour les plus grandes victoires de Chloé. L'espoir est mort. Ce n'était pas pour moi. Nous nous sommes assis à la table en verre. Les bougies vacillaient. Mon père a commandé une bouteille de vin cher. Nous avons une merveilleuse annonce à faire, a dit ma mère. Sa voix était vive et pleine de fierté. Elle a levé son verre. Elle regardait droit dans les yeux de Chloé. Votre père et moi sommes si fiers de Chloé. Elle a été acceptée dans une école d'art privée à Paris. Mon cœur s'est serré. Paris. Et pour soutenir son rêve, a poursuivi ma mère, nous lui donnons 80 000 euros pour ses études. Le chiffre flottait dans l'air. 80 000 euros. Ma tante et mon oncle qui étaient là ont eu le souffle coupé, puis ont applaudi. Oh, Chloé, Paris, c'est merveilleux. Chloé a pleuré des larmes de joie. Oh, maman, papa, merci. Je ne vous décevrai pas, mon père rayonnait. Nous savons que tu ne le feras pas. Tu es une vraie le roi. Tu vas être une star. 80 000 euros. J'ai pensé à mes 12 000 euros de frais de scolarité annuels. J'ai pensé aux 5 000 euros que j'avais peur de demander. J'étais assise là. Je me sentais invisible. La nourriture dans mon assiette avait un goût de cendre. Ils célébraient tous, riaient, parlaient de l'art à Paris, des appartements qu'ils regarderaient. J'ai attendu. J'ai attendu une pause dans le bruit. Elle est finalement arrivée. Ma voix était calme, mais la question était forte. Et moi? La table est devenue silencieuse. Ma mère a tourné la tête. Elle ne m'a pas regardé. Elle m'a toisé. Ses yeux étaient agacés, comme si je venais d'interrompre une belle chanson. Et toi, quoi, a-t-elle demandé. J'ai été accepté à l'université de Lille, ai-je dit. En informatique. J'ai une bourse, mais j'ai besoin d'un peu d'aide pour les frais de scolarité. Ma mère a agité la main. Elle m'a écarté comme si j'étais une mouche. Tu ne mérites aucune aide. Les mots étaient si simples, si directs.
Elle l'a dit comme si elle me disait que le ciel était bleu. Tu ne mérites aucune aide. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Juste un fait plat et froid. J'ai regardé mon père. Il était censé être l'homme des retours sur investissement. C'était un retour clair. Un diplôme d'informatique de haut niveau. Papa. Mon père s'est penché en avant. Il a posé son verre de vin. Il m'a regardé et ses yeux étaient froids. Il n'était pas mon père. C'était un banquier. Nous investissons là où nous voyons des retours, a-t-il dit, sa voix calme. Je ne comprends pas, ai-je dit. Un diplôme en informatique est un énorme retour. J'aurai un super travail. Mon père a presque souri. Chloé est notre retour. Elle est brillante. Elle est sociable. Elle rencontrera des gens importants à Paris. Elle fera un bon mariage. Elle représente cette famille. Ton codage est un investissement à faible rendement. C'est une compétence pour un bureau. Tu peux obtenir un prêt pour ça. Il a repris son verre. Nous investissons dans l'image de la famille. Chloé est cette image. Donc je n'ai rien, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Tu as ce que tu as mérité, a dit ma mère. Chloé a mérité ça. Elle a gagné des prix. C'est une leader. Que as-tu fait? Tu te caches dans ta chambre et tu joues avec un ordinateur. J'ai construit une application, ai-je chuchoté. C'était dans le journal. Chloé a éclaté de rire. Un rire fort et sonore. Oh mon Dieu. Tu parles encore de cette stupide application de bus? C'était au lycée. Grandis un peu. J'ai regardé leurs trois visages. Ma mère agacée, mon père froid, ma sœur se moquant de moi. Et j'ai finalement compris. Je n'étais pas leur fille. J'étais un mauvais investissement. Un sentiment étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la tristesse. C'était la paix. Le combat était terminé. J'avais perdu. Mais en perdant, j'étais libre. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux. Ce n'était pas un sourire poli. C'était le sourire de quelqu'un qui voit enfin la vérité. Vous avez raison, ai-je dit. Ma mère a cligné des yeux, surprise. Je me suis levé. J'ai posé ma serviette sur la table. Où vas-tu? A sèchement demandé ma mère. Assieds-toi. Tu fais une scène. Je m'en vais, c'est tout, ai-je dit. Je me suis retourné. J'ai dépassé les autres tables. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis sorti du restaurant. L'air froid de l'île m'a frappé le visage. Il semblait pur. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. J'ai ouvert ma propre application. Le bus arrivait dans 3 minutes. Je suis retourné à la maison. Elle était vide et silencieuse. Ils étaient encore au dîner, célébrant leur bon investissement. Je suis allé dans ma chambre. J'ai pris mon unique sac à dos. J'ai mis des vêtements. J'ai mis mon ordinateur portable. J'ai décroché du mur l'article de journal encadré. Puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts. J'ai trouvé un maman. J'ai regardé le nom une seconde. Puis j'ai appuyé sur supprimer le contact. Une petite fenêtre a demandé, êtes-vous sûr? J'ai appuyé sur oui. J'ai trouvé papa. Supprimer. Oui. J'ai trouvé Chloé. Supprimer. Oui. J'ai supprimé ma tante, mon oncle, tous ceux de cette table. Mes mains étaient parfaitement stables. Il n'y avait pas de larmes. Il n'y a pas eu de grand moment dramatique. C'était juste le silence. Un silence pur et absolu. Le silence d'une machine qui a été éteinte. Le silence d'une connexion qui a été coupée. J'avais 18 ans. J'avais un sac à dos, un vieil ordinateur portable, un article encadré et environ 200 € que j'avais économisé. Je suis sorti par la porte d'entrée. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai refermé doucement derrière moi. Je ne suis jamais revenu. Je n'avais pas de plan. J'avais juste une faim. J'ai pris le bus pour Oisem. Je savais que le quartier était plein d'étudiants et de jeunes. J'ai trouvé un immeuble avec une pancarte à louer. L'appartement n'était pas un appartement. C'était une boîte.
Le propriétaire l'appelait un micro-appartement. C'était une petite pièce. Il y avait un lit simple qui se repliait dans le mur, un petit bureau et une minuscule cuisine qui n'était qu'une plaque chauffante et un mini-réfrigérateur. La seule fenêtre donnait directement sur un mur de briques. Le loyer est de 600 € par mois, a dit le propriétaire. Premier et dernier mois. J'avais 200 €. Je peux vous donner 200 € maintenant, ai-je dit. Et je trouverai un travail demain. Je peux vous payer le reste en une semaine. Il m'a regardé. J'avais 18 ans. J'avais un sac à dos. J'avais probablement l'air désespéré. Vous avez une semaine, a-t-il dit. C'était parfait. C'était la plus belle chambre que j'ai jamais vue. C'était la mienne. La première nuit, j'ai dormi 10 heures. Les bruits de la ville, les sirènes, les gens qui criaient, la musique du bar en bas, c'était comme une berceuse. C'était le son de la vie. C'était tellement mieux que le silence froid et colérique de la maison de mes parents. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures. J'ai marché dans la rue. Le premier café que j'ai vu, j'y suis entré. Vous embauchez, ai-je demandé. La gérante, une femme à l'air fatiguée nommée Maria, m'a regardé de haut en bas. Tu sais utiliser une machine à expresso? Non, ai-je dit. Mais je peux la prendre en 10 minutes. Je travaille dur. Je ne suis jamais en retard. Elle m'a dévisagé. Sois là demain à 4 heures du matin. Tu es à l'essai. Merci, ai-je dit. C'était le début. Ma vie est devenue une boucle simple et nette. Je travaillais la journée au café. Je me réveillais à 3h30 du matin. Je marchais dans le noir. Je faisais du café. J'essuyais les tables. Je souriais aux clients. Passez une bonne journée, disais-je. Maria était une bonne patronne. Elle n'était pas gentille, mais elle était juste. Si je travaillais dur, elle me donnait des heures supplémentaires. Si j'étais rapide, elle me laissait garder tous les pourboires. Mes mains me faisaient mal. Mes pieds me faisaient mal. Je sentais le café brûler tout le temps. J'adorais ça. Chaque euro, chaque centime allait dans un tableur. La nuit, je ne me reposais pas. Je retournais dans ma petite boîte. Des nuits à coder à la lueur d'une lampe, exactement comme le disait le plan de ma vie. Je ne pouvais pas me permettre l'université de Lille. Pas encore. Alors, je me suis inscrite à des cours en ligne au pôle universitaire de Lille. Je payais pour un cours à la fois. Structure de données, algorithmes avancés, gestion de bases de données. Ma vie était divisée. Jour, café, pourboire, euros. Nuit, code, données, système. Je mangeais du riz et des haricots. J'achetais mes vêtements dans des friperies. Je ne sortais pas. Je n'avais pas d'amis. J'avais une mission. Ma famille m'avait appris que l'amour était conditionnel, que c'était une transaction, et j'avais échoué à la transaction. Alors, j'ai construit une nouvelle vie basée sur de nouvelles règles. Ma nouvelle religion était le contrôle. Mon ancienne vie était hors de contrôle. Mes parents décidaient de ma valeur. Ma sœur décidait de ma valeur. Ils pouvaient enlever 80 000 €. Ils pouvaient enlever leur amour. Dans ma nouvelle vie, j'avais un contrôle total. J'ai fait un budget. 30 € par semaine pour la nourriture, 600 € pour le loyer, 200 € pour les cours. Chaque autre euro allait dans un compte d'épargne. J'ai regardé le chiffre grandir. 1 000 €. 3 000 €. 5 000 €. Ce chiffre était ma sécurité. Ce chiffre était mon pouvoir. C'était ma mère et mon père. Ils ne me diraient jamais que je ne méritais pas d'aide. Mon nouveau langage était les données. Les données étaient pures. Un 1 était un 1. Un 0 était un 0. Les données ne mentaient pas. Elles n'avaient pas de favoris. Elles ne se souciaient pas de savoir si j'étais une leader ou si j'avais un joli passe-temps. Elles étaient, tout simplement. Je faisais confiance aux données. Je ne faisais pas confiance aux gens. J'ai mis mon article de journal encadré sur mon petit bureau. C'était la seule décoration de la pièce. Quand j'étais fatigué, quand mes yeux brûlaient à force de fixer l'écran, je le regardais. Ingénieuse. Je n'étais pas une fille. Je n'étais pas une sœur. Je n'étais pas un mauvais investissement.
J'étais une bâtisseuse. Ma famille avait laissé des trous béants en moi. Le trou où le soutien devrait être. Le trou où les éloges devraient être. Le trou où l'amour devrait être. J'ai regardé ces trous. Je n'en avais pas peur. Je me suis dit, quand les gens laissent des trous, construis des systèmes pour les combler. Alors, j'ai construit. J'ai construit un système pour mon argent. J'ai construit un système pour mon éducation. J'ai construit un système pour mon temps. Chaque heure de ma journée était consignée. 6 heures de sommeil, 8 heures au café, 6 heures d'études, 4 heures de codage sur mes propres projets. Je construisais une nouvelle personne. Cette nouvelle personne était forte. Elle n'était pas une victime. Elle était faite de code et de café et de pur contrôle froid. J'ai passé mon 19e anniversaire seul. J'ai fait un double service au café. J'ai eu de bons pourboires. J'ai acheté un unique cupcake sur le chemin du retour. Je l'ai mangé en terminant un projet sur les algorithmes logistiques. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas seul. J'étais concentré. Je me reconstruisais. Et je le faisais toute seule. Je suis resté dans cet appartement en forme de boîte pendant 5 ans. Ma vie était une machine. Je travaillais au café le matin. Je prenais des cours en ligne l'après-midi. Je codais sur mes propres projets la nuit. J'ai terminé ma licence en informatique. J'ai payé chaque cours en espèces. J'ai économisé 30 000 euros. J'avais 23 ans. J'étais en sécurité. J'avais mes systèmes, mais je n'avais pas fini. J'ai quitté le café. Maria, ma patronne, m'a serré dans ses bras. C'était la première fois que quelqu'un me serrait dans ses bras en 5 ans. C'était étrange. Tu as été ma meilleure employée, a-t-elle dit. Ne reviens jamais. J'ai souri. J'ai promis que je ne le ferais pas. J'ai commencé à postuler pour des emplois. Pas des emplois de développeur junior, pas des emplois de bureau, comme dirait mon père. Je cherchais quelque chose de petit, quelque chose de nouveau. Je cherchais un endroit où mon travail compterait. J'ai trouvé une petite start-up de logistique. Elle s'appelait OptiRoute Lab. Elle était dirigée par 2 types dans un minuscule bureau loué dans un vieil immeuble en briques. Ils avaient un client et beaucoup d'idées. Je leur ai envoyé un email. Je n'ai pas envoyé de CV. J'ai envoyé un lien vers l'un de mes projets. J'ai reçu une réponse en 10 minutes. Pouvez-vous venir maintenant? Je suis entré. Le bureau était un désordre. Des tableaux blancs couvraient tous les murs, pleins de diagrammes et de marqueurs rouges. Des tasses de café étaient partout. L'un des fondateurs, Nathan Renaud, m'a accueilli. Il avait peut-être 25 ans. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. Ses yeux étaient vifs et intelligents. C'est vous qui avez envoyé le code, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'est moi, ai-je dit. Je suis Nathan. Il ne m'a pas serré la main. Il a juste montré un ordinateur. Nous avons un problème. Un client a une flotte de 500 camionnettes de livraison. Ils brûlent trop de carburant. Leurs itinéraires sont un désastre. Nous leur avons dit que nous pouvions le réparer. Nous ne pouvons pas, d'accord, ai-je dit. Réparez-le. Il m'a assise à un bureau. Il m'a donné leurs données. J'ai regardé leur code. Il était maladroit. Il était inefficace. Tout ça est faux, ai-je dit. Nathan a juste bu son café. Je sais. Montrez-moi. Je n'ai pas utilisé leur code. J'ai commencé de zéro. J'ai ouvert un nouveau fichier. J'ai commencé à construire. J'ai travaillé pendant 3 heures. Je n'ai pas parlé. Le seul son était mon clavier. Clic, clic, clic. C'était le seul son en qui j'avais confiance. Après 3 heures, j'avais un prototype. Un algorithme simple, propre et magnifique. Passez vos données à travers ça, ai-je dit. Nathan a lancé la simulation. Il a regardé l'écran. Il l'a relancé. Et une 3e fois. Il m'a regardé. Ses yeux étaient grands ouverts. Vous venez de faire économiser 30% aux clients, a-t-il dit. C'est 32%, ai-je dit. Et ce n'est pas assez rapide. Ça pourrait être mieux. Qui êtes-vous, a-t-il demandé. Je suis une travailleuse acharnée,
ai-je dit. Non, ça, a-t-il dit en montrant l'écran. Ce n'est pas du travail acharné. C'est du génie. Où avez-vous appris à faire ça? J'ai hésité. Je ne montrais presque jamais à personne mon vrai travail. Mon travail personnel. C'était trop privé. C'était la seule partie de moi qui était réelle. Je travaille sur un projet, ai-je dit. Un passe-temps. Le mot avait un goût de poison. Le mot de ma mère, une perte de temps. Montrez-moi, a-t-il dit. Mon cœur battait la chamade. C'était un risque. Faire confiance aux gens était un risque. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je lui ai montré. Ce n'était plus seulement une application de suivi de bus. J'avais passé 5 ans à la construire. C'était un moteur complet d'optimisation prédictive d'itinéraire. Il ne se contentait pas de trouver le chemin le plus court. Il apprenait. Il prédisait le trafic. Il calculait le coût du carburant. Il optimisait pour des systèmes de livraison propres. C'était la chose que j'avais construite dans le noir, seul, pendant que je servais du café. Nathan est resté silencieux pendant très longtemps. Il n'a pas touché son clavier. Il a juste regardé mon écran. Il a regardé le code. Il a regardé les données. Puis il m'a regardé. Un passe-temps, a-t-il dit. Sa voix était calme. Vous avez construit ça comme un passe-temps. J'aime juste. J'aime résoudre des problèmes, ai-je dit. Il s'est levé. Il est allé au tableau blanc. Il a tout effacé. Ça, a-t-il dit en montrant mon ordinateur portable, ce n'est pas un projet. C'est l'entreprise entière. Je ne comprends pas, ai-je dit. Je ne veux pas vous embaucher comme développeur, a-t-il dit. Le poste est trop petit pour vous. Je veux ça. Il a montré mon écran. Je veux construire toute l'entreprise autour de cet algorithme. Autour de vous. Je suis resté très immobile. Mes parents m'avaient dit que j'étais un mauvais investissement. Un homme que je connaissais depuis 3 heures me disait que j'étais toute l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Ma voix était froide. Je n'étais pas une fille. J'étais une bâtisseuse. Ça veut dire que je veux que vous soyez ma partenaire, a-t-il dit. Faites-en votre projet principal. Nous allons vendre ça. Nous allons changer la logistique. J'ai pensé à mon père. Nous investissons là où nous voyons des retours. J'ai pensé à ma mère. Tu ne mérites aucune aide. J'ai regardé Nathan. Je ne veux pas de salaire, ai-je dit. Bien, a-t-il dit. Nous n'avons pas d'argent. Je veux des parts. Je veux 40% et je veux le titre de directrice technique. J'aurai le contrôle total du code. Vous vous occuperez des affaires. C'est le marché. Nathan m'a dévisagé. C'était un homme d'affaires. J'étais une fille qui venait d'entrer de la rue. Il a souri. Je vous donne 45%. Nous nous sommes serrés la main. C'était la première transaction du monde réel que j'avais jamais gagnée. 6 mois plus tard, mon nom était sur la porte. J'étais directrice technique et cofondatrice d'Optiroute Lab. J'ai déménagé de ma petite boîte. J'ai pris un appartement légèrement plus grand et plus agréable. Je vivais toujours simplement. Je travaillais toujours 18 heures par jour, mais je ne servais pas de café. Je construisais un empire. L'algorithme qui a commencé sur mon ordinateur portable d'occasion dans une chambre où ma mère me disait que je perdais mon temps est devenu notre unique produit. Nous l'avons vendu comme un système de livraison propre. C'était un modèle national. Les entreprises faisaient la queue. Nous avons obtenu du capital risque. Nous avons grandi. Mon passe-temps gérait maintenant les flottes de livraison des plus grandes entreprises de France. J'avais 25 ans. J'étais millionnaire sur le papier. Je n'avais jamais parlé à ma famille. Je n'avais pas entendu leur voix en 7 ans. Ils ne me manquaient pas. J'étais trop occupé à travailler. Le succès n'était pas une grande fête pour moi. Ce n'était pas une nouvelle voiture. Ce n'était pas une célébration. C'était le bourdonnement silencieux d'un serveur. C'était les données pures et magnifiques sur un écran. C'était le chiffre qui montait sur mon compte en banque. Optiroute Lab est devenu un énorme succès. Nathan était le visage de l'entreprise. Il était doué avec les gens.
Il faisait les interviews. J'étais l'architecte. Je restais en arrière-plan. Je construisais les systèmes. J'avais 27 ans. Notre entreprise était évaluée à 9 chiffres. Mon argent sur papier était maintenant réel. J'ai vendu une toute petite partie de mes actions. Le chiffre qui a atterri sur mon compte en banque n'était pas réel. C'était 10 millions d'euros. Je l'ai regardé fixement. 10 millions d'euros. Mes parents avaient donné 80 000 euros à ma sœur. Le calcul était étrange. Je vivais dans mon même appartement simple. Je conduisais toujours une Honda vieille de 10 ans. Je travaillais toujours, mais j'étais fatigué. Pas fatigué du travail. J'étais fatigué de la ville. J'étais fatigué du bruit. J'étais fatigué de me sentir comme si j'étais toujours dans cette petite pièce au mur de briques. Je n'ai jamais cherché ma famille. Je n'ai jamais cherché leur nom. Mais Internet est étrange. Un jour, j'étais sur les réseaux sociaux pour le travail. Une personne que vous pourriez connaître est apparue. C'était ma tante. Son profil était public. J'ai cliqué. Je ne sais pas pourquoi. C'était un mur de photos de Chloé. Chloé à Paris. Chloé à un vernissage. Chloé tenant une coupe de champagne. Les légendes étaient pleines d'éloges. Notre belle artiste. Le nouveau tableau incroyable de Chloé. Vivant son rêve à Paris. J'ai regardé les photos. Chloé avait l'air bien. Elle portait des vêtements chers. Elle souriait. J'ai regardé les commentaires. Ma mère avait écrit sur chacun d'eux. C'est notre fille, une vraie leader. Si fière. Elle a tellement de talent. Elle a tout mérité. J'ai regardé ce livre de vantardise. Cette vie de fantasme qu'ils avaient payée. Je n'ai rien ressenti. C'était comme regarder des étrangers. Les 80 000 euros leur avaient acheté une histoire. Une histoire qu'ils pouvaient raconter à leurs amis. J'ai fermé la fenêtre. J'ai bloqué le nom de ma tante. Cette nuit-là, je suis allé en ligne. J'ai regardé des maisons. Je ne voulais pas une maison pour faire la fête. Je ne voulais pas un grand manoir vide pour me vanter. Je voulais une forteresse. Je voulais un endroit qui soit à moi. Un endroit qui soit sûr. Je voulais le calme. Je voulais de l'eau. J'ai trouvé une maison à Neuilly-sur-Seine. Elle était au bord de la Seine. Elle était cachée par des arbres. Elle était toute en verre et en bois sombre et en ligne pure et nette. C'était une maison à 5 millions d'euros. Le lendemain, j'ai appelé l'agent immobilier. J'aimerais voir la maison au bord de l'eau, ai-je dit. L'agent m'a rencontré là-bas. Elle a regardé ma vieille voiture. Elle a regardé mes vêtements simples. Elle n'était pas impressionnée. C'est une propriété très importante, a-t-elle dit comme si je ne pouvais pas me la permettre. Je sais, ai-je dit. Je la prends. Son visage a changé. Vous voulez faire une offre? Non, ai-je dit. Je veux l'acheter. Je n'ai pas fait de prêt. Je n'avais pas de co-emprunteur. Le nom de mon père n'était sur aucun papier. J'ai payé comptant. Mon nom était le seul nom. Les mains de l'agent immobilier tremblaient quand j'ai signé les papiers. Le jour où j'ai eu les clés, je suis entré. La maison était complètement vide. Les sols étaient en pierre sombre. Le mur principal du salon n'était qu'une plaque de verre de 6 mètres de haut. Il donnait sur la Seine. Le silence était immense. Ce n'était pas le silence froid et vide de mon enfance. C'était un silence profond, riche et paisible. C'était le son de la sécurité. C'était le son de mon propre monde. J'avais une boîte. Elle contenait mes quelques affaires personnelles. Je l'avais transportée depuis mon micro-appartement. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait le cadre noir bon marché avec l'article de journal. Ingénieuse. C'était ma première preuve. En dessous, il y avait autre chose. Ma vieille carte de bus d'étudiante. Celle du lycée. Celle qu'il m'avait donnée au lieu d'une voiture. Celle qui forge le caractère. Elle était pliée et délavée. J'ai regardé l'article. C'était la preuve que j'étais intelligente. J'ai regardé la carte de bus. C'était la preuve du pourquoi. C'était le symbole du problème. Les matins froids, la pluie, la colère,
le besoin de construire un meilleur chemin. J'ai pris le cadre bon marché. J'ai sorti l'article de journal. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans un tiroir. Il avait rempli sa fonction. J'ai pris la carte de bus. J'avais un nouveau cadre, un cadre en verre flottant cher. J'ai soigneusement placé la vieille carte de bus délavée à l'intérieur. Je l'ai accrochée au mur, mon mur à 5 millions d'euros. C'était la seule chose sur mon mur. Elle avait l'air petite, mais c'était la chose la plus lourde de la maison. En dessous, j'ai fait faire une petite plaque de laiton propre et nette. Elle portait une seule phrase. De meilleures racines, de meilleurs chemins. Il m'avait donné de mauvaises racines, des racines de négligence, des racines de colère. Alors, je les avais arrachées et j'avais construit les miennes. Et mon algorithme, celui qui a payé pour cette maison, il s'agissait de trouver de meilleurs chemins. Je suis resté là à regarder la carte de bus. Je n'avais pas de dette. Je n'avais pas de co-emprunteur. Je n'avais pas de parents. J'avais une maison construite sur la colère et le code, et elle était à moi. 4 ans ont passé. Ma vie était calme. J'avais 31 ans. J'étais la directrice technique. J'étais riche. Ma forteresse était construite. Elle était sûre. Je ne sortais avec personne. Je n'avais pas beaucoup d'amis. J'avais Nathan, mais c'était mon partenaire en affaires. Ce n'était pas la même chose. J'étais seul, mais je ne me sentais pas seul. J'étais organisé. Ma vie était un système qui fonctionnait. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma famille depuis 13 ans. C'était des fantômes. C'était une histoire que je me racontais. C'était les mauvaises données que j'avais supprimées. Je supposais que je n'entendrais plus jamais parler d'eux. Je m'en fichais. Un mardi après-midi, j'étais dans mon bureau à domicile. Je regardais la scène. L'eau était calme. Mon téléphone personnel a sonné. C'était un numéro inconnu. Je ne répondais presque jamais aux numéros inconnus. Tous mes appels professionnels allaient sur une autre ligne. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Je l'ai juste fait. Allô. Il y a eu un silence sur la ligne, juste une respiration. Allô, ai-je répété, agacé. Puis une voix. Une voix que je connaissais. Une voix que j'avais enterrée. Est-ce que c'est bien? Elle a dit mon nom. C'était Chloé. Je me suis figé. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas la voix forte, rieuse et confiante dont je me souvenais du restaurant. Cette voix était mince. Elle était faible. Et elle était mouillée, pleine de larmes. Chloé, ai-je dit. Ma voix n'était pas chaude. Elle n'était pas froide. Elle était juste plate. Oh mon Dieu, a-t-elle sangloté. Tu as décroché? Tu as décroché? Je n'ai rien dit. Je suis à Paris, a-t-elle pleuré. Je suis dehors. Je suis à ton portail. J'ai regardé le moniteur de sécurité sur mon bureau. Il y avait une petite voiture vieille et cabossée garée sur la route à l'extérieur de ma longue allée. Une femme se tenait à côté, tenant un téléphone. Elle avait l'air petite. Comment m'as-tu trouvé, ai-je demandé. J'ai cherché ton entreprise. J'ai vu ton nom. J'ai vu que tu étais dans la région. J'ai juste trouvé cette adresse. J'ai vu le nom sur le portail. Le Roi. Je n'y croyais pas. Juste. Elle balbutiait. Comment as-tu cette maison, a-t-elle soudainement demandé. Sa voix a changé. Les pleurs se sont arrêtés. Ce n'était pas de l'admiration. C'était de la confusion. C'était de la colère. Comment vis-tu ici? C'est un manoir. Comment as-tu eu ça? Toi. Le mot flottait dans l'air. Toi. La perte de temps, le passe-temps, le mauvais investissement. Je dois y aller, Chloé, ai-je dit. Non, attends. S'il te plaît. Sa voix était de nouveau désespérée. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin d'aide. Maman et papa, Ce n'est pas bon. Le truc de Paris. Ça n'a pas marché. Qu'est-il arrivé aux 80 000 euros, ai-je demandé. La question était froide et tranchante. Ils sont partis.
Ils sont partis depuis des années. Paris est si cher. Le monde de l'art. C'est une question de relation. Ils n'ont pas compris. Ils m'ont coupé les vivres. J'ai dû rentrer à la maison. Je vis avec eux. C'est horrible. S'il te plaît, est-ce que je peux juste entrer? J'ai pensé à elle se moquant de moi. Tu parles encore de cette stupide application de bus? J'ai pensé à ma mère. Tu ne mérites aucune aide. Non, ai-je dit. S'il te plaît, je suis ta sœur. Tu es une étrangère, ai-je dit. J'ai raccroché le téléphone. Ma main était parfaitement stable. Je suis allé dans les contacts de mon téléphone. J'ai bloqué le numéro. J'ai regardé le moniteur de sécurité. Je l'ai regardé rester là. Elle criait dans son téléphone. Elle pleurait. Puis elle a frappé le côté de sa voiture avec son poing. La fille à qui on avait tout donné. Elle est remontée dans sa voiture cabossée et est partie. Je suis retourné au travail. 3 jours plus tard, une lettre est arrivée. Elle était dans ma boîte aux lettres au bout de la longue allée. L'enveloppe était en papier blanc bon marché. Le timbre était de travers. L'écriture était celle de ma mère. Chloé lui avait donné mon adresse. Je l'ai prise à l'intérieur. Je me tenais dans ma cuisine, la cuisine qui était plus grande que mon premier appartement. Je l'ai ouverte. Chère fille, commençait-elle. J'ai ri. Le son était sec. Fille. Ce fut merveilleux d'apprendre par Chloé que tu es de retour dans la région. Nous n'en avions aucune idée. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu réussissais si bien? Nous sommes si fiers de toi. J'ai relu la phrase. Nous sommes si fiers de toi. Ils étaient fiers de la maison. Ils étaient fiers de l'argent. Ils n'avaient jamais été fiers de moi. C'est une belle maison, nous a dit Chloé. C'est si bon de voir que tout ton travail acharné avec les ordinateurs a payé. Nous avons toujours su que tu avais un esprit pratique. Ton père et moi, tu nous as tellement manqué. Nous avons toujours su. Un mensonge. Un mensonge simple et stupide. Ils avaient appelé ça un passe-temps, une perte de temps. Ils réécrivaient l'histoire. Ces dernières années ont été difficiles. Comme tu le sais, nous avons tant donné pour aider Chloé à trouver son rêve, et le monde de l'art est si cruel. Les temps ont été durs. Ton père a besoin d'aide pour le toit. C'est une réparation très grosse et coûteuse. Nous espérions que tu pourrais aider. C'était ça. La transaction. Je n'étais pas une fille. J'étais une solution. J'étais une banque. La famille soutient la famille. Cette phrase. La même phrase qu'ils avaient utilisée pour tout donner à Chloé. Et maintenant, ils l'utilisaient sur moi. Celle qui n'était pas de la famille. Nous aimerions beaucoup te voir. S'il te plaît, viens dîner. Notre fille nous manque. Nous t'aimons. J'ai relu la lettre une fois de plus. Chaque mot était un mensonge. Nous sommes fiers. Nous avons toujours su. La famille soutient la famille. Nous t'aimons. Tout n'était qu'une transaction. Ils m'avaient appelé un mauvais investissement. Maintenant, leur investissement avait échoué. Chloé avait échoué. Et ils ont vu ma maison. Ils ont vu mon entreprise. Ils ont vu le retour. Et ils étaient venus pour encaisser. J'ai plié la lettre soigneusement. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas brûlée. Ce serait une réponse émotionnelle. Je n'étais pas émotionnel. J'étais un système. C'était de mauvaises données. Je suis allé à la poubelle, celle du compost. J'ai laissé tomber la lettre à l'intérieur. Elle a atterri sur du marc de café. Je me suis lavé les mains. La connexion était coupée. La demande était refusée. Je n'ai rien ressenti. C'était juste fait. Quelques mois ont passé. L'hiver était froid et gris. J'ai reçu une invitation. On m'a demandé d'être l'oratrice principale au gala de l'éducation de la métropole lilloise. C'était un grand événement formel, une œuvre de charité. Il collectait des fonds pour des bourses d'études en STEAM. STEAM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Des bourses pour des enfants qui étaient comme moi, des enfants qui aimaient le code, des enfants à qui on avait dit qu'ils avaient un passe-temps.
D'habitude, je disais non à ce genre de choses. Je détestais parler en public. Je détestais les lumières et les conversations futiles. Mais c'était différent. Oui, ai-je dit. J'y serai. Mon entreprise, OptiRoute Lab, est devenue un sponsor majeur de l'événement. Le soir du gala, je me suis habillé. Je portais une robe simple, sombre et chère. Je ne portais aucun bijou. J'avais l'air propre, nette et froide. Je me suis rendu seul à la salle de bal du centre-ville. Elle était pleine de gens riches, de gens de la vieille bourgeoisie lilloise, de gens de la nouvelle économie numérique. Nathan était à la table d'honneur. Il m'a gardé une place. « Tu as l'air nerveuse », a-t-il dit. « Je ne le suis pas », ai-je dit. Je suis concentré. J'ai regardé la foule. Les tables étaient rondes. Les gens mangeaient. Et puis je les ai vus. À une table tout au fond, près de la cuisine. Mes parents. Je me suis figé. Comment? Pourquoi étaient-ils là? Ils avaient dû acheter des billets. Ils avaient entendu que je parlais. Ils étaient venus. Ma mère portait une vieille robe bleue. Elle était trop voyante. Mon père était dans un costume qui ne lui allait pas bien. Il me regardait. Il me fixait. Quand j'ai croisé leur regard, ma mère a souri. Elle m'a fait un signe de la main. Un petit signe fier, comme si elle était à sa place, comme si j'étais sa fille. Mon père a hoché la tête. Un lent hochement de tête fier. Ils essayaient de me revendiquer en public. Ils pensaient que cette lettre, ce faux nous t'aimons avait fonctionné. Ils étaient là pour l'argent du toit. La glace dure et froide a rempli ma poitrine. La glace sur laquelle j'avais construit ma vie. Je n'ai pas répondu à leurs signes. Je n'ai pas souri. Je les ai regardés comme s'ils étaient en verre. Le sourire de ma mère s'est estompé. Après le dîner, c'était l'heure des discours. Nathan est monté le premier. Il m'a présenté. Et maintenant, j'ai le grand honneur de vous présenter l'architecte de notre succès. La femme dont l'esprit a bâti toute notre entreprise, ma partenaire et notre directrice technique, a-t-il dit mon nom. La salle a applaudi. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'à la scène. La lumière était chaude. Elle était si vive que je pouvais à peine voir la foule, mais je pouvais les voir, eux. Leurs deux petits visages gris au fond qui me regardaient. Je me suis tenu au pupitre. J'ai ajusté le microphone. J'avais un discours. Je l'avais écrit. Il parlait de technologie. J'ai regardé le papier. Puis je les ai regardés. J'ai mis le papier de côté. Bonsoir, ai-je dit. Ma voix était calme. Elle était stable. Elle a rempli toute la salle de bal. Je ne vais pas parler de logistique ce soir. La salle était silencieuse. Je suis ici pour parler d'investissement. J'ai vu mon père se pencher en avant. C'était son mot, investissement. Nous sommes ici ce soir pour investir dans la prochaine génération. Nous sommes ici pour soutenir les étudiants qui ont une passion mais qui n'ont pas les ressources. Je crois fermement au soutien. Je crois qu'il faut donner une chance aux gens parce que je sais ce que c'est que de ne pas en avoir. Je sais ce que c'est que d'avoir une passion, ai-je dit, de construire quelque chose et de s'entendre dire par les personnes qui devraient vous soutenir que c'est un passe-temps. J'ai vu ma mère tressaillir. Juste un peu. Je sais ce que c'est que de s'entendre dire que son travail est une perte de temps. Je sais ce que c'est, ai-je dit, ma voix claire et forte, de s'entendre dire que l'on est un mauvais investissement. Le visage de mon père était blanc. Il ressemblait à une pierre. Et je sais très bien ce que c'est que de s'asseoir à une table de dîner et de s'entendre dire qu'on ne mérite aucune aide. La salle était complètement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Je les ai regardés droit dans les yeux. Ma mère, mon père, ils étaient figés. Ils savaient. Mon entreprise, OptiRoute Lab, a été construite sur un passe-temps. Nous avons été construits par un mauvais investissement. Et nous sommes ici ce soir pour faire un nouvel investissement. Nous annonçons une nouvelle bourse d'études. Elle est destinée aux jeunes femmes dans l'estime. Des jeunes femmes de cette ville à qui on a dit que leur passion était une perte de temps. Nous voulons les trouver et nous voulons les aider. J'ai fait une pause. Je me suis tourné. Sur la scène, il y avait un chèque géant factice, le genre qu'ils utilisent pour les photos.
Ce soir, ai-je dit, je fais personnellement don de 80 000 € aux jeunes femmes à qui on a dit qu'elles ne méritaient pas d'aide. 80 000 €. Le chiffre, leur chiffre. Les applaudissements ont été assourdissants. C'était un tonnerre. Toute la salle s'est levée. Les gens applaudissaient. J'ai regardé mes parents. Ma mère, elle était juste figée. Sa bouche était ouverte. Son visage était pâle. Mon père. Il avait l'air malade. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Il fixait le chèque géant. Il fixait le chiffre, 80 000 €. Le prix de Chloé, le prix de leur bon investissement. Je venais de le donner. Je l'avais donné à des étrangères. Je l'avais donné à des filles comme moi. J'avais pris leur rejet, leur chiffre exact, et je l'avais transformé en pouvoir. Je l'avais transformé en espoir pour quelqu'un d'autre. Le chèque brillait sous les lumières chaudes. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une justice poétique. J'ai regardé mes parents une dernière fois. J'ai souri, un petit sourire calme et froid. La transaction était terminée. J'étais libre. Je ne suis pas resté pour le reste du gala. Je n'ai pas parlé à mes parents. J'ai quitté la scène, dépassant les applaudissements, et je suis sorti par la porte de côté. Je ne suis pas rentré seul à la maison. Je suis rentré avec Logan. J'avais rencontré Logan il y a 1 an. Il n'était pas dans la technologie. Il n'était pas riche. Il était paysagiste. Il concevait des parcs. Il construisait des choses avec ses mains. Il travaillait avec la terre, les arbres et l'eau. Il était calme. Il était gentil. Il était stable. C'était la première personne que j'avais jamais rencontrée qui ne voulait rien de moi. Il ne se souciait pas que je sois directrice technique. Il ne se souciait pas de ma maison. Il ne posait pas de questions sur ma famille. Il m'aimait juste bien. C'était la première personne que j'avais jamais laissée entrer dans ma forteresse. C'était nouveau. C'était un système que je ne comprenais pas. Mais j'apprenais. Nous sommes rentrés à ma maison au bord de la Seine. Nous n'avons pas parlé du discours. Je suis entré. J'ai enlevé mes talons hauts. Il m'a fait du thé. Nous nous sommes assis dans le noir à regarder l'eau. Je me sentais vide, mais pas un mauvais vide. Un vide propre, comme un verre qui vient d'être lavé. Le combat était terminé. J'avais passé 13 ans à être en colère, à être motivé, et c'était juste fini. J'avais gagné. Mais je n'avais pas envie de célébrer. Je me sentais juste calme. Le lendemain matin, je me suis réveillé. La pluie tapotait sur les immenses fenêtres en verre. Un son de tambour doux et régulier. Pendant toute mon enfance, le son de la pluie était le son d'avoir froid. C'était le son de l'attente à l'arrêt de bus, seul. C'était le son de mon manteau mouillé, le son d'être oublié. C'était le son du chagrin. Mais ce matin, c'était juste de la pluie. Logan était déjà réveillé. Il était dans la cuisine. Je pouvais entendre le son silencieux de lui préparant le café. L'odeur était riche et chaude. Je me tenais près de la fenêtre. J'étais pieds nus. Le sol en pierre était frais. J'ai regardé la pluie frapper la Seine. J'ai pensé à mes parents. J'ai pensé au gala. J'ai pensé à l'expression sur leur visage. Je leur avais prouvé qu'ils avaient tort. J'avais gagné. Je leur avais montré que leur mauvais investissement était la meilleure chose qu'ils aient jamais eue. Et je leur avais montré qu'ils ne pouvaient pas l'avoir. Ma famille m'avait appris une leçon. Ils m'avaient appris que l'amour devait se mériter. Ils m'avaient appris que l'amour était une transaction. C'était un prix. Il fallait gagner. Il fallait être un leader. Il fallait être un bon retour sur investissement. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner leur jeu. Et je l'avais fait. J'avais gagné si complètement que je les avais ruinés. Mais en me tenant là, à regarder la pluie, j'ai réalisé que je ne me souciais plus de leur jeu. Je ne me souciais plus de gagner. La victoire semblait creuse. La vengeance semblait nécessaire mais triste. C'était la fin d'une très longue et très froide histoire. Logan est venu derrière moi. Il était silencieux. Il m'a tendu une tasse de café chaude. Il n'a pas dit « Tu as été incroyable ». Il n'a pas dit « Est-ce que ça va ?» Il s'est juste tenu à côté de moi. Il a mis son bras autour de ma taille.
Nous sommes restés ensemble. Nous avons regardé la pluie. Il était chaud. Il n'était pas un investissement. Il n'était pas une transaction. Il était juste là. Et il n'allait pas partir. Il m'aimait. Pas pour mon argent, pas pour mon esprit. Il m'aimait, tout simplement. C'était un langage que je ne connaissais pas, mais je l'apprenais. Ma famille m'a appris que l'amour devait se mériter. J'ai regardé l'eau. J'ai écouté la pluie. Je me suis appuyé contre Logan. J'ai appris que la paix n'a pas à l'être. La paix n'était pas une victoire. Ce n'était pas un combat. C'était ça. C'était une tasse chaude. C'était une maison sûre. C'était un matin calme. Maintenant, quand la pluie frappe la fenêtre, elle ne sonne pas comme le chagrin. Elle ne sonne pas comme un arrêt de bus froid. Elle sonne comme des applaudissements. Des applaudissements silencieux juste pour moi. C'est le son de ma vie. C'est le son de la preuve, pas une preuve pour eux. Une preuve pour moi. J'étais là. J'étais réel. Et j'étais enfin en paix.